Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, donc je vais essayer donc de terminer donc la partie concernant la cristallochimie et là je vais aborder le chapitre 5 concernant les structures covalentes et moléculaires. Donc avant d'aborder cette partie, j'aimerais bien vous donner un petit résumé sur les liaisons chimiques. Alors, donc vous vous rappelez que dans les composés métalliques, donc on a dit que la liaison qui lie le réseau, qui maintient le réseau, c'est une liaison métallique. C'est quoi une liaison métallique? C'est tout simplement chaque métal qui va contribuer avec un électron et par conséquent il donnera un cation. Donc nous aurons un ensemble de cations positionnés dans leur site cristallographique et ils vont flotter dans un bain d'électrons. Donc c'est ça la liaison métallique. Ensuite, quand on a un réseau voilà, des composés ioniques, donc on a dit que les composés, la structure cristalline est assurée, la cohésion est assurée par des liaisons ioniques. Les liaisons ioniques, on a dit que ce sont des interactions électrostatiques qui induisent aussi des répulsions de type Born-Landé. Alors maintenant, nous allons voir un autre type, c'est-à-dire les composés de structures covalentes ou bien moléculaires. Alors, c'est quoi donc la structure covalente? Donc c'est très simple, les atomes vont se trouver sur les nœuds du réseau cristallin. Et entre eux, il y aura une liaison covalente. Exemple très connu, c'est l'exemple du carbone. Alors le carbone présente plusieurs variétés allotropiques. Donc les variétés allotropiques, ça veut dire qu'il se présente sous forme de plusieurs structures. Alors, la plus connue, c'est celle du graphite, donc le graphite. Ensuite, le diamant et les fullerènes. Les fullerènes qui ont été découverts dans début des années 80. Donc, c'est une variété simple que nous allons voir ensuite tout à l'heure. Alors, donc cette différence de structure va acquérir au carbone, parce que la composante essentielle de la structure, c'est l'élément carbone. Donc, le fait qu'il soit sous une structure ou sous une autre va lui donner des propriétés physico-chimiques qui sont différentes. Par exemple, si je prends les deux exemples, si je prends le carbone peut être hybridé soit sous forme de SP2 ici, voilà, ou bien sous forme de SP3. Alors, quand il est hybridé en SP2, donc il est triangulaire et il va former des liaisons sur un plan et on aura une macromolécule bidimensionnelle qu'on appelle un plan de graphène. C'est la base de la formation du graphite que nous allons développer tout à l'heure. Par contre, quand il est hybridé en sp3, alors donc vous voyez que les liaisons covalentes ici, ce sera tridimensionnel. Donc il y aura une genèse et une organisation tridimensionnelle qui va nous donner une macromolécule tridimensionnelle qui est le diamant que nous allons voir juste après. Alors, donc en partant de ces deux éléments, le graphite et le diamant, ils ont des propriétés physico-chimiques qui sont différentes. Donc l'un est noir, l'autre incolore. Le graphite tendre, l'autre il est dur. Le graphite sale à toucher, le diamant propre à toucher. Le graphite est conducteur d'électricité, par contre le diamant ne l'est pas. Le graphite est un lubrifiant, par contre le diamant est un abrasif. Le graphite est opaque, par contre l'autre il est transparent. Et de point de vue économique, le graphite n'est pas très cher, par contre le diamant il est très cher. Alors, pour les cristaux covalents bidimensionnels, je commence par le graphite. Donc on a dit que le carbone hybridé en sp2, donc il est triangulaire, et il va former des liaisons pour former donc le graphène. Donc ça c'est un plan de graphite. Et ces plans de graphite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc ils seront répartis. Donc il y aura la construction tridimensionnelle selon la direction perpendiculaire au plan. Donc il y en aura des plans. Nous allons détailler ça par la suite avec une liaison carbone-carbone qui est égale à 1,42 angstrom et une distance interréticulaire entre les plans de carbone qui est égale à 3,40 angstrom. Alors, donc le carbone, voilà, donc la répartition maintenant des plans. La répartition des plans ne peut pas se faire d'une manière aléatoire. Pour qu'il y ait une périodicité,
Donc, on a le premier plan A. Voilà, je reprends. On prend le premier plan A. Ensuite, viendra le plan B. Alors, cette fois-ci, le plan B, il est décalé par rapport au plan A. Sinon, si on avait un empilement A, ça veut dire qu'il y a une superposition des plans de graphène. Mais dans le graphite, il y a plutôt un décalage du plan B par rapport au plan A. Donc, on a un empilement AB. Voilà. Donc, je reprends la feuille. Alors, donc, par contre, il se peut que la troisième soit un double décalage. C'est-à-dire que là, le C, il est décalé par rapport à A, il est décalé par rapport à B. On aura un empilement ABC. D'accord? Alors, ensuite, le graphite peut être défini par une maille. Donc, vous rappelez maintenant, par une maille, ce qu'on appelait auparavant la pseudomaille. Mais là, on l'appelle la maille. D'accord? Donc, la pseudomaille, c'est un langage abusif. Donc, sur le plan pédagogique, on l'utilise, d'accord, mais qu'il faut oublier par la suite pour vos études postérieures. Alors, donc, on a dit que le graphite peut être défini par une maille de paramètre A égale 1,42 angstrom et C égale 6,8 angstrom puisque c'est un empilement AB. Alors, la coordinate du carbone est égale à 3, puisque chaque carbone est entouré par 3 carbones qui l'entourent. On ne doit pas tenir compte des carbones qui se trouvent sur les plans adjacents. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande distance qui est supérieure à 3,4 angstrom. D'accord? Donc, il ne fait pas partie de la coordinate. Donc, c'est simplement les plans appartenant au même plan. Alors, donc, le nombre de motifs par maille, nous allons prendre la grande maille. Donc, vous avez ici, donc, au sommet, nous avons 6, plus le 6 du bas, ça fait 12, et puisque chacun appartient à 6, donc, il sera multiplié par 1/6, 12 fois 1/6, plus, on a les 3, donc, 3. Donc, ces 3-là, ils appartiennent à 3 mailles, donc, ils sont multipliés par 1/3, donc 3 fois 1/3, et celui-là, qui se trouve à l'intérieur, qui sera 1 fois 1 qui égale à 4. Donc, nous avons 4 carbones par maille. D'accord? Alors, donc, pour la compacité, elle est égale à 4 fois 4/3 de πr à la puissance 3. D'accord? Et on a le volume, ça c'est le volume occupé. Le volume disponible, c'est le volume de la maille qui est égal à 3 à C carré sinus de 120 degrés. Alors le R, cette fois-ci le R ici, donc il y a une tangence R, 2R égale A, 2R égale A. Et par conséquent, donc R égale A sur 2. D'accord? On calcule la compacité, on trouve qu'il est égal à 0,77 ou bien 77%. Donc vous voyez que il est il n'est pas très compact, le graphite. Alors donc en définitive, donc le graphite, sa description, c'est des feuillets qui sont séparés par 3,40 angstrom. La cohésion entre les feuillets se fait par des liaisons de Van der Waals, d'accord? Et la structure lamellaire va lui donner une masse volumique qu'on peut calculer, qui est égale à 2,22 grammes par centimètre cube, qui présente sa dureté très faible et son clivage facile pour ses propriétés lubrifiantes. Alors pour le diamant, donc on a du carbone qui est hybridé en sp3, donc la formation de l'environnement est tridimensionnelle. Donc il y aura la formation d'une macromolécule tridimensionnelle à 3 dimensions. D'accord? Donc à 3 dimensions. Et la structure, donc c'est ça. Donc chaque carbone est lié, puisqu'il est hybridé en sp3, donc il est à l'intérieur d'un tétraèdre. Voilà. Et donc cette portion, donc c'est la portion du carbone qui est liée à ses 4 voisins. D'accord? Donc vous remarquez que celle-là, c'est tout simplement, on peut la décrire par un cubique à face centrée, c'est-à-dire que le carbone va occuper les sites d'un cubique à face centrée et la moitié des sites tétra du même site. D'accord? Donc c'est ça la description de la maille tridimensionnelle.
Alors, donc, le carbone, maintenant, nous allons voir ses caractéristiques. Donc, c'est une maille de paramètre A égale à 3,57 angstroms. Si on veut calculer la coordinance, donc vous voyez que chaque carbone est entouré par 4 carbones. Du fait, d'ailleurs, c'est une conséquence qu'il est hybridé en sp3, donc il est entouré par 4 carbones, donc sa coordinance est égale à 4. Et pour le nombre de motifs par maille, donc nous avons 8 carbones qui se trouvent au sommet, donc c'est 8 fois 1/8, plus 6 qui se trouvent sur les milieux, les centres des phases, donc c'est 6 fois 1/2, plus 4 qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire la moitié des 6 tétras, qui est égale à 4. Donc on a 8 carbones qui se trouvent à l'intérieur. Donc la compacité est égale à quoi? La compacité est égale 8, c'est-à-dire le nombre de carbones, fois 4 tiers de pi r à la puissance 3, donc c'est le volume d'un atome de carbone, et avec 2R, c'est-à-dire le long d'une face, 2R égale A racine de 3, pardon, le long de cette diagonale, on a 2R qui est égal à A racine de 3 sur 4. 2R égale A racine de 3 sur 4. Et on calcule, on fait donc le calcul, on trouve qu'il est égal à 0,34, donc 34% qui est occupé. D'accord? Donc ça c'est pour le diamant. Alors, donc cette structure, justement, qui est à l'origine des propriétés physiques remarquables du diamant. Donc il a une température de fusion qui est très très élevée, donc 3600 degrés C, et une dureté très grande, et une masse volumique élevée qui est égale à 3,51 grammes par centimètre cube. Donc, ceci est dû à son arrangement à l'intérieur, donc sous forme de cubique à face centrée, la moitié des sites tétraédriques. Alors, donc, comme j'ai dit, en plus du graphite et du diamant, il y a d'autres variétés allotropiques. Dans les années 80, plus précisément en 1985, il y a eu la découverte de nouvelles variétés allotropiques du carbone. C'est ce qu'on appelle les fullerènes. Les fullerènes ou bien ce qu'on appelle aussi les footbaleines. Les footbaleines, pourquoi on les appelle les footbaleines? Parce que le motif, donc vous allez voir par la suite que maintenant le motif c'est une macromolécule constituée de 60 carbones. On a 60 carbones donc c'est une limite entre le graphite et le diamant. Au lieu, donc ça c'est donc au lieu qu'il y ait une répartition sur le plan, il y a un renfermement de la structure sur elle-même par la formation d'octaèdres, d'hexagones et de pentagones. Des hexagones et des pentagones qui donnent un ensemble qui est comme un ballon de foot. C'est pour cela qu'on l'appelle donc les footbaleines. Alors, c'est ça ce qui deviendra le motif. Et ce motif, c'est un cubique à face centrée. Ça veut dire que vous allez prendre un cube et au sommet du cube, vous allez mettre un ballon contenant 60 carbones au sommet, et au centre, vous allez mettre aussi un ballon de 60 carbones, et ainsi de suite. Donc vous aurez, c'est-à-dire que le motif, c'est un ensemble de 60 carbones. Donc c'est ça, les fullerènes. Et ensuite, les recherches très avancées ont mis en évidence aussi que, au lieu que ça soit que ça se renferme sous forme de ballon, donc on peut étaler sous forme de cylindre. Alors c'est ce qu'on appelle les nanotypes de graphite. Donc et il y a aussi donc simplement des structures bidimensionnelles qu'on appelle le graphène aussi. Alors maintenant, j'ai parlé des composés covalents. Maintenant, je vais passer aux composés moléculaires. Les composés moléculaires, c'est quoi? Donc, ce sont des composés tels que, c'est-à-dire que quand on prend le N2, le O2, le I2, le CO2, c'est-à-dire des composés, quand on abaisse leur température, eux aussi, ils vont passer à l'état solide. Alors, cet état solide, justement, c'est le motif, ce sera quoi? Ce sera des molécules qui seront liées entre eux, soit par des liaisons de Van der Waals, ou bien le cas par exemple de H2O qui seront liés par des liaisons hydrogènes que nous allons développer juste après. Alors donc par exemple, si vous prenez les gaz rares,
le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le O2, ils cristallisent dans un cubique à phase centrée. Ça veut dire que si vous abaissez la température des gaz rares ou bien de O2 jusqu'à une température de solidification, vous aurez une variété cubique à phase centrée. Et le CO2, le neige carbonique, lui, il forme un cubique à phase centrée dans lequel les molécules sont orientées suivant la diagonale du cube. Alors le H2, c'est-à-dire l'hydrogène, le dihydrogène et l'hélium cristallisent le système hexagonal. D'accord? Alors maintenant, les cristaux moléculaires, donc je vais prendre l'exemple des molécules à liaison hydrogène. Alors dans le diagramme d'état, pression, température de l'eau, donc que vous connaissez, que vous avez vu en thermodynamique. Donc vous voyez que dans cette zone bleue, les conditions thermodynamiques permettent l'existence de l'eau, H2O, sous forme solide. Et l'eau présente plusieurs variétés allotropiques en nombre, donc on a le 1, le jusqu'à 13, ou donc jusqu'à 11 variétés, pardon. Il présente 11 variétés stables qui sont connues maintenant, jusqu'à maintenant. Alors, donc je vais développer deux. Donc l'une, c'est-à-dire ce IH qui est stable dans les conditions normales, c'est-à-dire à pression atmosphérique, à pression P égale une atmosphère qui est à peu près là, d'accord? On a le 1H qui est hexagonal, nous allons le développer par la suite, et nous allons voir aussi un qui se trouve là, le 3, qui est cubique à phase centrée, nous allons le décrire. Alors, la structure variété allotropique, donc l'oxygène, forme un réseau type diamant. Alors comme ça, donc on a ici le H2O, il est de type diamant, ça veut dire que la molécule de H2O sera dans un cubique à phase centrée et la moitié des sites tétra. D'accord? Alors, donc, on va observer que dans ce tétraèdre, donc, on a ici les deux hydrogènes qui appartiennent à l'oxygène ici. C'est-à-dire que nous allons prendre le tétraèdre, donc le petit cube. Alors, donc, vous voyez que cet oxygène est lié à ces deux hydrogènes. Et là, ce sont les hydrogènes de son voisinante. Donc, donc on va remarquer qu'il y a plusieurs distances. Il y a une distance D1 et une distance D2. Cette distance D1, c'est la liaison oxygène-hydrogène de la liaison covalente. Par contre, ici, il y a la naissance d'une liaison hydrogène qui va assurer la cohésion. Et ce D2 est supérieur par rapport à D1. Pourquoi? Parce que la liaison hydrogène est faible par rapport à la liaison covalente oxygène-hydrogène où il y a la distance D1. Alors, et c'est ça la représentation de la maille. Alors, pour la structure hexagonale de l'eau, donc c'est la même chose. On a l'oxygène donc qui sera positionné dans la structure hexagonale compacte et la moitié des sites tétraédriques. Donc ça, c'est en violet, ce sont des oxygènes qui se trouvent dans la moitié des sites tétraédriques. Là aussi, il y a la naissance. Donc vous voyez que là, nous avons cet oxygène qui est lié à deux hydrogènes qui appartiennent à la molécule d'eau et il est lié par des liaisons hydrogènes à celui-là. Donc cette distance est supérieure par rapport à celle-là et il est lié aussi à cet hydrogène par une liaison hydrogène et c'est ça qui fait la cohésion, qui assure la cohésion de la structure. Alors et enfin je termine par le dioxyde de carbone. Alors le dioxyde de carbone, il se solidifie à peu près à -78 degrés C, c'est ce qu'on appelle le carboglace et il cristallise une structure CFC. Alors donc c'est ça la structure CFC et l'orientation des molécules qui sont au sommet sont similaires, sont les mêmes, et ceux qui sont sur les faces aussi les faces parallèles, donc ils ont les mêmes directions. Donc là j'ai terminé avec les structures. Maintenant j'ai vu intéressant de reprendre une partie que j'ai pas que j'ai laissé que je termine toutes les structures pour traiter le calcul d'une manière générale de la compacité et de
la masse volumique. Alors, donc, ρ, la masse volumique est égale à quoi? La masse volumique est égale à M sur V, d'une manière générale. Donc, c'est ça la masse volumique. Or, maintenant, nous allons faire notre raisonnement tout simplement sur une maille. Donc, est égale la masse de la maille sur le volume de la maille. D'accord? Et la même chose, je vais développer ici en parallèle, puisque ce sont deux choses comparables, la compacité aussi. La compacité est égale à quoi? La compacité est égale le volume occupé sur le volume disponible. D'accord? Donc c'est ça, la compacité, ça c'est la masse volumique. Alors, donc le M de la maille est égal à quoi? Est égal à Z, c'est-à-dire le nombre de motifs par maille, fois celui du motif. D'accord? Or, M du motif est égal à quoi? Est égal à la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Divisé par le nombre d'Avogadro, d'où ρ est égal à quoi? Est égal à Z fois M sur N V. Donc c'est ça la définition de la masse volumique. Donc quand on a un métal, le M c'est la masse du métal. Quand on a un composé ionique, le M c'est la masse molaire du composé ionique. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va calculer. Alors, donc le M est toujours exprimé en grammes, le volume doit être exprimé en centimètres. Alors donc, j'ai laissé pour le volume, je vais voir par la suite ici. Alors pour la compacité, le volume occupé est égal à quoi? Égal à Z fois le volume des composantes du motif sur le volume disponible. Le volume disponible est égal au volume de la maille. D'accord? Alors, donc ici, à quoi est égal? On va considérer que soit les atomes, bien les ions, sont considérés comme des sphères rigides. Donc, V du motif est égal à 4 tiers de pi R à la puissance 3 s'il s'agit d'un métal, ou bien le volume du motif est égal à 4 tiers de pi, voilà, R moins à la puissance 3 plus R plus à la puissance 3 quand on a, par exemple, ça sous forme de mx. D'accord? C'est quand on a le M, nombre de cations est égal au nombre d'anions. Par contre, quand ils sont différents, ça veut dire que Mn, X, Xm, donc là, il faut corriger que V du motif est égal à quoi? Égal 4 tiers de pi N R moins à la puissance 3 plus M R plus à la puissance 3. Alors pour le volume, voilà, le volume est égal à quoi? Il est égal à A vectoriel B scalaire C, c'est ça le volume d'une manière générale. Alors quand vous faites le calcul, si vous avez un cubique, donc vous aurez A à la puissance 3, donc le volume est égal A à la puissance 3. Ça c'est pour le système cubique. Pour le système hexagonal, nous avons A au carré fois C racine de 3 sur 2. Et quand vous avez un système quadratique, quoique on ne l'a pas fait, quadratique, ça serait A carré fois C. Et si c'est un système ortho,
orthorhombique, nous aurons A fois B fois C. Et pour les autres systèmes, donc, autre calcul. Donc, ici, vous remplacez le V, en fonction du système que nous avons. Donc, il faut remplacer le V ici, soit par à la puissance 3 ou à la puissance 3, si on a un système cubique. Sinon, il faut le remplacer par sa valeur. Donc, j'espère que mes cours vous seront utiles.